le monde. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour parler de mon sujet préféré, donc la migraine, une maladie qui est très fréquente, mais pourtant parfois un peu négligée, sous-estimée. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que la conférence d'aujourd'hui est filmée pour des fins de rediffusion sur le site migrainequebec.com. Alors, je me suis dit que pour structurer la conférence d'aujourd'hui, on allait aborder des mythes et des réalités sur la migraine. Quand on parle d'un mythe, c'est une histoire qui est créée par des populations pour expliquer un phénomène qu'on comprend mal, par exemple les mythes grecs qui servaient à expliquer les orages ou la pluie ou la foudre. Et en général, ça remplace la connaissance scientifique lorsque la connaissance scientifique manque. Donc, vous voyez sur cette diapo plusieurs explications qu'on fournit pour expliquer la migraine. Donc, la migraine est causée par le stress, par le coup, les attitudes face à la crise migraineuse qui sont en général endures, puis ça va passer, de toute façon, t'en mourras pas. Et la migraine, c'est une maladie de femme. Quelques autres préjugés, même dans le monde médical, c'est pour ça que j'ai mis Dr. House, c'est que la migraine n'est pas un réel problème de santé, c'est peut-être même pas une vraie maladie en fait, et de toute façon, comme tous les employeurs savent, les migraineux sont des petites natures qui en général trouvent des prétextes pour ne pas travailler, ou même franchement des femmes hystériques qui gèrent leur névrose en déclenchant des crises migraineuses, comme le veulent plusieurs théories psychanalytiques des années 70. Mais en fait, on va commencer par apporter des paroles de patients sur qu'est-ce que c'est pour eux une crise migraineuse. Donc, la première chose, c'est que les patients peuvent dire la douleur les écrase, ça monte, ça bat dans les tempes. Et souvent, les patients vont me rapporter qu'ils peuvent pas tolérer des choses, même les bruits de leurs enfants, ils sont limités dans cette zone-là. Éventuellement, ils vont avoir mal au cœur et vomir, être pâle, cerné, puis rien ne va. La seule solution, fuir, se cacher dans une pièce sombre et quand la crise est finie, avoir peur de la prochaine crise. Peut-être qu'elle pourrait annuler un souper en famille, une activité, un voyage ou une journée de travail importante. Alors, la classification internationale des céphalées en 2004 a mis des critères diagnostiques. La migraine ne se diagnostique pas sur un scan, elle se diagnostique en écoutant l'histoire du patient et en rapportant une histoire de crise de maux de tête qui reviennent, récurrents, répétés. Donc, un premier mal de tête n'est pas une migraine. En général, on parle de crises qui durent quelques heures à toute la journée, voire même 2 ou 3 jours. Et ces crises-là sont souvent d'un seul côté, battantes ou pulsatiles, et vont s'accompagner de nausées ou parfois même de vomissements, de photo- et de sonophobie. Donc ça, c'est des termes médicaux pour dire que les sons et les lumières nous dérangent, et parfois aussi de difficultés à tolérer les odeurs. Les crises de migraine sont en général augmentées par l'effort physique léger. Ça, c'est des critères scientifiques. Moi, quand je questionne le patient, si un patient me dit « j'ai des maux de tête qui reviennent souvent, puis j'ai mal au cœur, puis les sons, les lumières me dérangent », en général, ça me suffit pour poser un diagnostic de crise migraineuse, après avoir exclu, évidemment, qu'il n'y a pas d'autres causes aux maux de tête. Et je vous ai mis ici une petite image du 18e ou 19e siècle, juste pour vous dire que plus ça change et plus c'est pareil. Parce que cette pauvre migraineuse qui est en train de se préparer, en fait, elle est en crise manifestement car elle adopte la posture classique du migraineux, la main dans le visage, l'hémiface qui fait mal. Et donc, elle a d'abord un majordome qui masque la lueur du foyer, ça illustre la photophobie. Elle a également un musicien, ou peut-être son mari, qui a compris qu'il était mieux de s'en aller et d'enlever ses chaussures pour pas la déranger. La bonne, une première bonne, calme les enfants qui font du bruit, et une deuxième bonne bassine le lit parce que la pauvre dame devra aller bientôt se coucher pour laisser passer sa crise. Migraine ou céphalée de tension, donc ça répète un peu ce que j'ai dit, mais en gros, un petit mal de tête de tous les jours, 80 ou 90% d'entre nous en auront ou en ont durant le cours de leur vie. Et pour faire la distinction, la céphalée de tension est une image en négatif de la crise migraineuse. Donc alors que dans la crise migraineuse, on peut avoir mal au cœur, ça tape, c'est d'un seul côté, le mal de tête de tension va être en général comme une pression, un cerceau autour de la tête, il ne sera pas accompagné de nausées ou de vomissements. Peut avoir un peu d'intolérance au son ou aux lumières, mais pas aux deux. Et en général, il n'y a pas d'incapacité marquée associée à ça. Donc, la migraine va se développer différemment d'un patient à l'autre, mais il peut y avoir plusieurs phases. La phase douloureuse, c'est la phase la plus simple, mais c'est-à-dire la plus évidente pour le patient, mais parfois, même au jour précédent, il peut y avoir des signes précurseurs qu'on appelle un prodrome. Les gens vont dire, je suis comme anxieux, irritable, j'ai des envies de sucrer, je dors mal, j'urine davantage. Tout ça a été validé dans des études, c'était pas juste des impressions. Donc, les patients étaient capables de prédire leur crise. Et donc, on appelle ça une phase de prodrome. Certains patients ont des
les auras sur lesquelles je vais revenir. Et ensuite, la douleur monte, atteint un maximum et une crise migraineuse en général, même non traitée, avec le repos et le sommeil, finit par se calmer. Le lendemain, en général, on est un peu fatigué et on récupère. Alors, une des questions très populaires, c'est qu'est-ce qu'une migraine ophtalmique? Donc, une migraine ophtalmique fait appel à un symptôme visuel, mais parfois aussi ça peut être la sensation, des engourdissements ou la parole qui est anormale. Et c'est un symptôme qui est progressif. Donc, il va y avoir souvent des flashs, des points brillants. Parfois, ça prend l'allure d'ondes ou de vagues d'eau, de kaléidoscope. Et vous voyez ici donc la version moderne avec l'ordinateur en face et la version ancienne d'un dessinateur qui a représenté la progression en fortification. Et la migraine ophtalmique, donc les auras, la migraine avec aura, ne vient pas du tout de l'œil. En fait, elle n'a rien à faire avec l'œil. Elle vient de la zone de la vision dans le cerveau, qu'on appelle le lobe occipital. Et sur ce lobe occipital va passer une vague électrique et tous les neurones vont décharger de l'un à l'autre, un peu comme si vous jetez une pierre dans l'eau, il y a des ondes qui se propagent. Et à mesure que ça passe sur le cerveau, ça produit les symptômes visuels. Et si jamais l'onde passe dans la zone de la sensation, vous pouvez devenir engourdi. Si ça passe dans la zone de la parole, vous pouvez même avoir de la difficulté à parler. Et en général, le tout est complètement réversible sur une vingtaine, trentaine de minutes, parfois un peu plus longtemps. Alors, première information qu'on dit souvent, mais là, c'est pas vraiment un mythe, c'est plutôt une vérité, c'est que la migraine, c'est pour les femmes. C'est partiellement vrai parce qu'il y a 3 à 4 femmes pour un homme qui souffrent de crise migraineuse, mais il y a aussi un homme pour 3 à 4 femmes. Ça veut dire que souvent dans mon bureau, j'ai des patients, des hommes qui viennent puis qui n'ont jamais été diagnostiqués migraineux parce que les médecins qui les ont vus ont assumé qu'ils n'avaient que des petits mots-clés de tension, alors que si on les écoute, ils vont nous donner les symptômes. Parfois, ils nous donnent pas les symptômes, leur conjointe nous les donne en disant « il est pâle, il est cerné, j'éteins la télévision, puis il va se coucher, puis il mange pas son souper. » Alors que le patient va jamais vous dire ça nécessairement. Donc, attention aux hommes migraineux, ils existent et en général, ils sont encore plus sous-diagnostiqués et sous-traités que les autres. Alors, pourquoi est-ce que les femmes ont plus de migraines? Les femmes ont la malchance d'avoir certaines maladies plus que les hommes. Ils ont aussi leur quota, ne vous inquiétez pas. Mais une des hypothèses favorites, c'est le cycle menstruel. Donc, chez la femme, le cycle menstruel fait en sorte qu'une fois par mois, les estrogènes baissent dans le sang. Et ça, on sait que c'est un déclencheur de crise migraineuse absolument fiable. Donc, la plupart des femmes qui ont des migraines associées aux règles vont avoir des crises qui sont plus longues, difficiles à traiter. Certaines femmes ont même uniquement des crises avec leurs règles. Cependant, la majorité des patientes qui remarquent un lien vont aussi avoir d'autres crises au cours de leur cycle. Les manipulations hormonales pour les migraines, c'est pas toujours évident. Les médecins de famille, souvent, vont essayer de changer les pilules, puis ils vont essayer une sorte, puis l'autre sorte. Mais le succès de cette approche n'est pas toujours garanti. Une autre chose que j'entends souvent, c'est les enfants, ça n'a pas de migraine, parce que la migraine, c'est une maladie de la femme, donc de la femme adulte. Mais en fait, chez les enfants, 5 à 10% des enfants de 6 à 12 ans vont avoir des crises migraineuses bien définies. Et à cet âge, on est avant la puberté, les femmes, donc les petites filles, sont aussi atteintes que les petits garçons. Et quand on questionne les enfants, ici, on a une jeune fille de 8 ans, Chloé, qui nous a défini sa crise en décrivant qu'elle veut aller se coucher, qu'elle se sent étourdie, que sa vision devient brouillée. Et souvent, dans les cabinets de pédiatres, en fait, on va demander des dessins parce que les enfants peuvent faire des dessins d'aura absolument spectaculaires et c'est une bonne façon de communiquer avec eux. J'insiste sur le fait que les enfants ont des migraines parce que les adultes sont sous-diagnostiqués et sous-traités, mais les enfants également. Leurs crises sont plus courtes, donc souvent très jeunes. On est à la maison, on va se coucher 2 heures, ça change rien. Mais un jeune adolescent qui a des crises migraineuses, qui nuisent à sa scolarité, devrait recevoir des traitements, que ce soit des anti-inflammatoires ou des triptans dont on va parler plus tard. On va quitter l'épidémiologie et on va se rendre dans le sujet difficile de la cause. Qu'est-ce qui cause les migraines? La question que nous nous posons tous à différents degrés. La première chose, c'est qu'on dit souvent que la migraine est causée par le stress. Et je vais introduire ici le concept d'un déclencheur en opposition à une cause. J'ai mis la poule et l'œuf et je vous ai mis des statistiques. Donc, si vous voyez, les petites barres bleues représentent le pourcentage de dépression, les barres oranges, les troubles anxieux, le vert, c'est l'emploi et le rouge, c'est l'invalidité. L'invalidité, toute cause confondue, pas nécessairement en raison des maux de tête.
Et vous voyez dans l'extrême droite que c'est marqué le groupe non migraineux, donc la population générale. Si on le compare aux migraineux épisodiques, donc les gens qui ont des migraines de temps à autre, quelques fois par mois, quelques fois par année, en fait, même les migraineux épisodiques ont plus de troubles dépressifs et plus de troubles anxieux, mais est-ce que c'est la conséquence de leur migraine fréquente qui les met sur le qui-vive de façon presque permanente, ou est-ce que c'est causal? Les deux sont possibles, les deux existent. Mais regardez vers la droite, le groupe qui est migraine chronique. Ces patients-là ont plus de 15 jours de maux de tête sur 30. C'est un groupe sévèrement atteint et c'est 1% de la population du Canada, donc autant que l'épilepsie, toutes causes confondues. Ces patients-là, en général, sont davantage invalidés, vont avoir des hauts taux de dépression et d'anxiété et forcément un taux d'emploi diminué. Alors, la répercussion de la migraine sur la fonction est tout à fait significative. J'ai mis mon préféré, Dr. McDreamy, ici. J'aimerais ça me faire traiter par lui pour mes migraines. Mais toujours est-il que Dr. McDreamy ici vient et explique qu'on a une vertèbre déplacée dans le cou et que sans aucun doute, si on traite la vertèbre déplacée, il n'y aura plus de migraine et donc on va vous opérer ça, madame. C'est tous mes patientes et patients qui sont allés voir des chiro, des ostéos, des massothérapeutes, se sont fait dire souvent ce genre de discours. Alors, explorons un peu ce lien entre douleur de cou et migraine. Quand on va à l'urgence, souvent, puis on se fait examiner pour un mal de tête, le médecin va aller appuyer quelque part en arrière ici, et là, la personne va sauter au plafond en disant « Aïe, j'ai mal », il va dire « Ah, je viens de te diagnostiquer une névralgie d'Arnold ». La vaste majorité du temps, c'est complètement faux. En fait, la personne présente ce qu'on appelle une allodynie. C'est un terme grec pour dire « tout fait mal », et ça représente assez bien la situation d'une crise migraineuse. La migraineuse ou le migraineux est incapacité par les sons, les lumières, le mouvement, les odeurs, mais aussi les pressions sur le crâne. Donc, les patients me rapportent souvent l'oreiller fait mal, le toucher fait mal, ma casquette me dérange, j'enlève mes lunettes, j'enlève mes boucles d'oreilles. Et ça, c'est causé par le fait que les nerfs sensitifs, durant une crise de migraine, répondent à des choses banales et minimes. Donc, si un urgentologue va appuyer sur le nerf occipital en arrière, même si c'est pas lui le problème, il va réagir. C'est ce qu'on appelle l'allodynie. Et vous voyez ici le personnage avec le cou en rose et le front en violet. Alors, il illustre un concept de base dans la neurologie des céphalées d'aujourd'hui. C'est que le nerf trijumeau et les nerfs occipitaux qui viennent des racines C2 et C3, donc les racines occipitales supérieures, vont converger et se rendre dans le même centre intégrateur qu'on appelle le noyau trigéminé, dans le tronc cérébral. Et à partir de là, vont monter vers le cortex. Quand quelqu'un fait un infarctus, une crise cardiaque, il est de notoriété plus populaire que cette personne peut ressentir une douleur dans l'épaule. C'est un phénomène qu'on appelle une douleur référée. Dans le cas de la crise migraineuse, 60% des migraineux en crise vont présenter des douleurs dans le cou et ce, à un jeune âge et même en l'absence de toute pathologie du cou. Ce qui explique et ce qui fait dire que si la crise migraineuse, on va l'expliquer tout à l'heure, qui vient du cerveau, se déclenche, elle peut provoquer une douleur cervicale. Mais encore là, complexité, l'inverse est vrai. Si vous avez quelqu'un qui a des douleurs cervicales qui stimulent son parcours trigéminé, ça peut déclencher une crise. Encore une fois, on a ce paradigme de la poule et de l'œuf qui vient compliquer l'évaluation médicale et la compréhension des patients.